Bien écoutez, d'abord un grand merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence qui sera la dernière d'ailleurs avant les vacances, et on reprendra donc ce cycle de conférences, je l'espère, à la rentrée. Alors aujourd'hui c'est hypnose et médecine. Alors hypnose et médecine, et plus particulièrement l'hypnose ericksonienne. Milton Erickson, c'est un médecin psychiatre du XXe siècle qui a marqué ce siècle. C'est un psychothérapeute, un médecin psychiatre, je l'ai dit, un expérimentateur, et il a laissé derrière lui une immense œuvre. Il a joué notamment un rôle considérable dans le développement et l'enrichissement de ce qu'on appelle la pratique hypnotique. Et il a su orienter celle-ci vers de nouvelles directions avec des approches différentes qu'elle se pratiquait. Cette approche de Erickson sur l'hypnose repose sur une certitude que le patient possède des ressources en lui-même pour répondre aux nouvelles situations qu'il rencontre. Et donc ça, je crois que c'est capital. Et l'hypnose ericksonienne montre que l'inconscient d'un sujet, eh bien, il est capable de trouver une réponse personnelle, créative, pour résoudre rapidement un problème. Voilà, c'est de cela donc Régis Lamotte, ici présent, que je remercie très chaleureusement d'être venu aujourd'hui pour cette conférence. Régis Lamotte donc a été formé par Sidney Rosen et Ernest Rossi, qui sont tous les deux les assistants de Milton Erickson, et il utilise cette approche depuis 17 ans. Donc c'est toute son expérience aujourd'hui, cet après-midi, qui va nous dire. Et pour notre plus grand bonheur, donc, il va nous proposer d'abord de présenter ce que c'est l'hypnose ericksonienne, son fonctionnement et ses principaux domaines d'application. Merci encore une fois, Régis, et puis je te passe la parole, parce que je crois que c'est tout le monde avec ça. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tout le monde entend? Oui, ok. Est-ce que tout le monde entend consciemment ou inconsciemment? Voilà. Si vous n'entendez pas consciemment, mettez-vous à disposition d'entendre inconsciemment. Et si inconsciemment vous avez des difficultés, vous pouvez reprendre conscience à nouveau pour écouter ce que je vous dis. Voilà. Dans les deux cas, faites ce qui vous semble le plus juste de faire et qui sera pertinent quand vous vous souviendrez d'être venu ici sans savoir peut-être ce que vous avez entendu consciemment, tout en vous semblant inconsciemment que vous avez entendu quelque chose. Voilà. Ceci est une approche hypnotique. C'est une introduction. Donc d'abord, bonjour à toutes, puisque vous êtes majoritaires, et à tous. Je serai à l'Assemblée nationale, ce serait le contraire. Je vais vous parler de l'hypnose ericksonienne. Ça fait effectivement maintenant 17 ans que j'utilise cette approche, plus d'autres approches qui sont les approches de l'école de Palo Alto, thérapie brève, et également une autre approche qui s'appelle la programmation neurolinguistique thérapeutique, appliquée à la thérapie, et également une autre approche qui s'appelle l'IMO, intégration par les mouvements oculaires. Je parlerai essentiellement de l'hypnose ericksonienne parce qu'elle a marqué vraiment, et ce qui a été dit précédemment est tout à fait pertinent, on ne se rend pas compte encore de la prégnance de l'impact de Milton Erickson dans la thérapie. J'ai personnellement la manière de présenter cet homme, qui était un homme exceptionnel, comme étant ce que Erickson a été la psychothérapie, ce que Freud a été la psychanalyse, la même dimension de cet homme-là. Il faut savoir une chose sur Milton Erickson qui a fait qu'il a pu, je dirais, avoir cette expérience, c'est que c'est un monsieur qui est décédé dans les années 80, ça fait quand même un sérieux bout de temps, et cet homme avait vécu à l'âge de 18 ans une attaque de poliomyélite. Et il était totalement paralysé, ce qui était dans les années à peu près 1900, donc c'était un peu difficile qu'on ait une approche thérapeutique au fin fond des États-Unis et qu'on puisse l'accompagner sur ce sujet-là. Et il raconte dans la biographie, surtout qui a été faite par Sidney Rosen sur un très très beau livre qui s'appelle « Et ma voix t'accompagnera ». Dans ce livre, il raconte l'histoire de ce jeune garçon, 18 ans, paralysé. Et un soir, il entend le médecin dans la pièce à côté qui dit à sa mère « Il en a encore pour 6 mois ». Et il entend cela, à 18 ans, c'est un peu difficile, il faut admettre. Et il a décidé à partir de ce jour-là que lui, il avait décidé de vivre
et de durer. Grand merci à lui d'avoir duré, il nous a appris beaucoup de choses, et il continue à nous apprendre encore. Ce qu'il est arrivé à ce personnage-là, Milton Erickson, c'est que un jour, se sachant bien sûr paralysé, puisqu'il était dans une chaise roulante, il s'est aperçu, il était mis tous les jours devant une fenêtre, parce qu'il fallait bien qu'on l'occupe, puis on le laissait comme ça pendant des heures, jusqu'à le reprendre. Et il s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il pensait à un mouvement de son corps, qu'il avait envie de faire, bien sûr. À 18 ans, on a envie de bouger, quoi. Et il s'est aperçu qu'en pensant à ce mouvement, sans avoir la conscience qu'il le faisait, puisqu'il ne le faisait pas, il n'avait plus de motricité, puisque ça ne fonctionnait plus. Et il s'est aperçu, en regardant un de ses membres, qu'il était en train de bouger. Donc il s'est aperçu d'une chose qui est assez étonnante, c'est que son conscient n'avait pas la réponse physiologique, mais son inconscient répondait à sa réponse physiologique. Et à partir de ce moment-là, il n'a eu de cesse, parce qu'il y avait dans son entourage une petite enfant qui apprenait à marcher, de retrouver en lui tous les processus qu'il avait utilisés pour apprendre à marcher inconsciemment. Parce que quand on apprend à marcher, on n'est pas conscient. Ça se fait sans qu'on y pense. Et donc pendant des heures, des semaines, des mois, ce jeune Erickson a retrouvé l'entière motricité de son corps. Ça a été son initiation, entre guillemets. Il a gardé de cette attaque de polio des séquelles. Il était daltonien, sourd d'une oreille, problème pulmonaire qu'il a gardé toute sa vie, qui ont été des séquelles importantes. Et à la fin de ses jours, vers l'âge de 50-60 ans, il a eu à nouveau une attaque de polio et qu'il a cloué vraiment là sur un fauteuil roulant jusqu'à la fin de ses jours, ce qui ne l'avait pas empêché d'avoir 8 enfants entre-temps, quand même. Ok, n'empêche pas. Voilà. Et à la fin de ces jours, donc effectivement, j'ai une vidéo, moi, qui est vraiment très très émouvante quand je la vois. On voit ce vieil homme de 80 ans recevant des gens sur un fauteuil roulant et leur demande « C'est quoi votre problème ?» Déjà, le cadre thérapeutique est là posé. Il y a une relativisation entre ce qu'on amène et ce qu'on voit quelqu'un en face de nous qui va nous aider avec cette difficulté. Et Rosen raconte l'histoire suivante, c'est que jusqu'à 80 ans, Erickson a reçu des patients dans son petit village là-bas à Phoenix, en Arizona. Phoenix, quand même. Et il prenait 1 heure, il recevait ses patients parfois 2 heures, 3 heures, 4 heures. Prenait des séances qui duraient un temps parfois infini. Il allait prendre 1 demi-heure pour gérer sa souffrance, il revenait en thérapie, il reprenait 1 demi-heure pour gérer sa souffrance, et il faisait ça à longueur de journée. Donc ce personnage a laissé un courant important, puisqu'il a influencé quelqu'un comme Paul Václavic, qui est tout le courant de la psychothérapie brève, l'école, ce qu'on a appelé l'école de Palo Alto. Paul Václavic, qui était un de mes enseignants, qui est décédé il y a 3 semaines aussi, à son âme. Il y a eu une influence sur toute la thérapie brève, la thérapie familiale, sur tout ce qui est l'intervention de la thérapie brève, ce qu'on appelle l'intervention orientée solution. Personnellement, je m'inscris dans cette approche où on n'est pas centré sur ce qui a été, le passé, mais sur comment faire différemment dans le futur. Avec l'hypothèse qui est la suivante, c'est pas parce qu'on connaît les pourquoi qu'on sait comment faire autrement. Si vous savez pourquoi vous avez crevé un pneu, c'est pas ça qui vous va savoir changer une roue. Donc le futur est aussi important et aussi déterminant dans notre réalité consciente que dans notre réalité inconsciente. Et il y a une chose importante à savoir dans ces approches-là, c'est qu'on est orienté effectivement sur le futur, sachant que la conscience, depuis les sciences dites cognitives, sciences de la cognition, l'on sait très bien que notre esprit n'est pas déterminé par le temps extérieur, mais qu'il a son temps personnel, qui est un temps intérieur, et votre présent est autant déterminé par votre futur que par votre passé. Exemple, une phobie par exemple, et j'en traite beaucoup, j'aime bien faire ça parce que je trouve ça passionnant, c'est une performance, la phobie. Une phobie est structurée sur parfois effectivement une expérience passée, mais qu'on a comme conviction qu'elle va se reproduire dans le futur. Et ce qui crée la peur dans le présent, c'est le futur et non pas le passé. Et nous vivons beaucoup avec nos peurs du futur. Et dans le domaine où vous êtes, le domaine thérapeutique, bien des patients justement ont cette crainte du futur par rapport à leurs difficultés et par rapport à la souffrance. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a autant la souffrance du présent que l'hypothèse de qu'est-ce qui va arriver dans le futur.
Et cette construction parfois du futur est difficile à avoir. Je reçois beaucoup de patients où ils sont dans de tels états psychologiques qu'il leur est difficile de continuer à construire une réalité du futur. Donc ça, c'est pour un petit peu présenter la logique qui est la nôtre dans l'approche de la thérapie brève. J'entends par thérapie brève, je dirais la moyenne dans laquelle je reçois mes patients, c'est à peu près 9 séances, pas plus. C'est une moyenne. Ça peut aller d'une séance. Nous parlions tout à l'heure à table d'un enfant que j'avais reçu avec des problèmes d'énurésie, qui avait des problèmes depuis 10 ans, que je n'ai vu qu'une heure. Mais ça s'est terminé, donc ça peut durer qu'une séance. Et ça fait partie des possibles de la thérapie brève. Alors, je vais parler tout d'abord d'une chose, avant de parler de l'hypnose, présenter la manière dont nous concevons l'approche de ce qu'on appelle l'inconscient et le conscient. Vous êtes là en train de m'écouter, j'ose l'espérer. Bon, ça c'est pour regarder. En même temps que vous êtes en train de m'écouter, consciemment, plus ou moins, il y a une bonne part des informations que vous traitez consciemment et une bonne part que vous traitez inconsciemment. Si je vous demande par exemple, êtes-vous attentif à la sensation du pouce de votre pied gauche? Maintenant, oui. Avant, non. Pourtant, il était là. D'accord. Donc, votre focalisation d'attention consciente ne traite que certaines informations conscientes, pendant que toutes les autres sont traitées inconsciemment. Sachez que consciemment, vous ne pouvez traiter volontairement et intentionnellement que 5, plus ou moins 2 informations consciemment. Tout le reste, à peu près, si on regarde l'ensemble des terminaisons nerveuses que nous avons dans tous les systèmes sensoriels, nous sommes à peu près à 5 milliards d'informations traitées par seconde. Okay. Ne soyez pas trop fatigués d'avoir fait ça depuis ce matin, mais je pense que c'est assez énorme. Il n'y a pas d'ordinateur qui est capable de faire ça. Donc vous traitez ces informations-là, et une bonne part de ces informations, effectivement, est traitée inconsciemment. Cela signifie que quand vous avez une expérience, quelle qu'elle soit, une bonne part des informations vous échappent à la conscience. Et il se passe la chose suivante, lorsque nous vivons en tant qu'être humain, nous vivons des expériences conscientes. Imaginons ici un espace avec une feuille de papier ou ce que vous voulez. C'est l'espace de l'inconscient. Il est très très vaste, l'inconscient. L'inconscient sert de processus d'intégration de nos expériences. Puis ici, en surface, vous avez l'espace conscient. Et vous avez une expérience qui vous arrive ici, dans l'espace conscient. Si cette expérience, vous n'arrivez pas à l'intégrer consciemment parce qu'elle est impossible, parce que vous n'êtes pas en âge de l'intégrer, une violence, un abus, si cette expérience vous arrive, elle ne peut pas être intégrée parce qu'elle est tellement douloureuse que ce n'est pas possible, vous n'allez pas l'intégrer inconsciemment. Elle va rester entre ces 2 espaces-là. Et tant que vous n'aurez pas intégré cette expérience, vous reviendrez vers cette expérience pour faire l'expérience de l'intégration. Un exemple, un enfant qui apprend à faire de la bicyclette, il est petit, il a 5-6 ans, il est prévu dans son expérience qu'il risque de tomber. Un jour, il chute, se fait très très mal. Voilà, et on est capable de faire des choses comme ça quand on est gosse. Pendant 3 jours, il ne va plus faire de bicyclette. Il va intégrer cette expérience inconsciemment parmi ses apprentissages qui va lui donner une compétence en plus sur son équilibre qui fait qu'il ne va plus tomber. L'expérience nous sert à cela. Si par contre, il vit une expérience tellement douloureuse qu'il ne peut pas l'intégrer, elle va se dissocier inconsciemment. Et elle va rester entre sa conscience consciente et son inconscient. Et à chaque fois qu'il rentrera en relation avec cet objet qui est une bicyclette, il aura des peurs qui seront celles qu'il a eues à l'origine. Ça, c'est la manière dont nous intégrons nos expériences. Notre inconscient est un réservoir vaste d'intégration. Entre 0 et 5 ans, imaginez tout ce qu'on intègre comme expérience, et parfois extrêmement douloureuse. Je vais vous donner juste une petite évaluation comme ça. C'est comme si je vous demandais, vous, là, adulte, je vous donne 6 mois pour apprendre le chinois, piloter un Boeing 747 et apprendre à faire 3 sauts périlleux arrière. Naturellement, tout cela. Vous me diriez, j'ai pas le temps d'intégrer tout ça, je suis pas capable, je suis trop vieux, enfin bon, etc., etc., etc. Ok. Entre 0 et 5, nous avons cette capacité intégrative de nos expériences, qui est quasiment illimitée. On ne connaît pas la conscience de
de ce qu'est l'inconscient et les limites de l'inconscient qui sont faits pour intégrer des expériences. La difficulté que nous avons dans notre vie quotidienne, c'est que lorsque nous vivons, par exemple, dans des expériences douloureuses, difficiles, une expérience que nous ne pouvons pas intégrer parce que la douleur est trop importante. Il se passe que nous n'intégrons pas cette expérience inconsciemment. Elle va rester là. C'est pour ça que vous avez des traumas qui restent liés à des expériences, même si l'expérience n'existe plus. Nous gardons de nos expériences, ce n'est pas le passé qui nous conditionne, ce sont les apprentissages que nous avons faits à partir de nos expériences. Et ce que nous gardons, ce sont les apprentissages, pas les expériences qui les ont initialisées. L'enfant qui garde l'expérience de l'apprentissage de la bicyclette, il ne garde pas la bicyclette, mais il en garde l'apprentissage. Ce que nous gardons, c'est l'apprentissage. L'expérience initiale ne pourra jamais changer, elle a existé, elle est telle qu'elle a été. Par contre, l'apprentissage que nous avons fait de cette expérience peut toujours évoluer. Très optimiste, on est bien d'accord. J'ai foncièrement une idée optimiste de l'humain. Sinon, je ne crois pas que je ferais ce métier. Puis, la preuve m'a montré au fur et à mesure que regarder plutôt ce que les gens sont aptes à faire plutôt que ce qu'ils ne savent pas faire est plus utile pour leur permettre d'aller de l'avant. Donc, quand nous avons intégré une expérience, elle fait partie de ce que nous avons dans notre histoire. Alors, je vais parler maintenant d'une chose qui est importante, qui s'appelle en hypnose. Alors, le mot hypnose, parfois, des gens me disent « ouais, l'hypnose, ça fait peur. » Okay. Bon, pour moi, un mot n'a jamais fait peur. Vous mettez un mot devant moi écrit sur un tableau, j'ai pas peur du mot. C'est des morceaux de craie sur un tableau. Donc un mot ne fait pas peur. C'est peut-être la chose qui peut faire peur. Je pense que toute technique, quelle qu'elle soit, n'a pas à faire peur. Peut-être on peut avoir peur de celui qui l'utilise. C'est comme une hache. On peut couper du bois ou trucider sa voisine. La technique est la même. C'est pas l'objet qui peut faire peur, mais c'est celui qui l'utilise dans son intentionnalité, dans son éthique et sa morale. Donc, n'ayons peur d'aucune technique, craignons celui qui l'utilise et vérifions son éthique et sa morale. Première des choses. Donc, l'hypnose n'a pas à faire peur. Pour une raison simple, c'est que l'hypnose, si on prend ce mot, ça vient du grec qui signifie rêver, hypnose. On utilise aussi, on associe souvent à ce mot la notion de transe. Que signifie le mot trans? Trans, ça veut dire entre. Ok? En quoi quelque chose qui est entre peut être effrayant. La transe, c'est un état entre une conscience consciente et un état inconscient. C'est l'état que vous avez quand vous êtes en train de regarder un film, vous êtes dans un moment agréable, puis vous dites « Oh, 3 heures qui viennent de passer, je ne les ai pas vues passer. » Vous étiez dans un état de transe. Eh oui. Entre un temps extérieur, conscient, qui est le temps du temps qui passe extérieur, et votre temps intérieur, inconscient. Et vous n'étiez ni dans l'un ni dans l'autre, mais entre ces deux états. La même chose se passe d'ailleurs quand parfois il nous semble que ça a duré trop longtemps et que c'était vraiment, on aurait souhaité que ce soit beaucoup plus court. C'est pareil dans l'autre sens. Donc la transe, c'est cet état entre. C'est un état qu'on va générer dans l'accompagnement thérapeutique pour que la personne puisse se dissocier de la souffrance qu'elle peut avoir, de la difficulté pour intégrer son expérience. Quand je parle d'intégration, c'est toute expérience intégrée nous permet d'avoir des apprentissages. Je dis bien d'avoir des apprentissages, quels qu'ils soient, quelle que soit cette expérience. Avant de faire ce métier, il y a maintenant une 30aine d'années, j'avais passé 3 jours, ça faisait partie d'un projet pédagogique dans le collège où j'étais, collège technique. On avait vu pendant 3 jours, on avait visualisé un film qui s'appelle Nacht und Nebel sur les camps de concentration, qui est assez difficile et difficilement soutenable. Mais c'était important que les jeunes générations que nous étions puissent voir cette réalité-là. Et nous avions passé 3 jours avec des personnes qui avaient vécu dans les camps. Je me suis toujours étonné, j'ai toujours été étonné comment certaines de ces personnes avaient transformé le plomb en or. Comment leur vie avait été transformée, on ne peut pas faire autrement, de cette expérience-là et qu'ils en avaient acquis des connaissances humaines, des humanités que si peut-être s'ils n'avaient pas vécu cela, ils n'auraient peut-être pas été cherchés au fond d'eux-mêmes.
Donc effectivement, ils avaient fait un apprentissage de ces expériences-là. Et je crois que nous avons tous cette capacité-là. Je pense que le lieu de l'hôpital, le lieu du soin, pour beaucoup de personnes est aussi un lieu initiatique par rapport à leur souffrance. Thérapeutique, bien sûr, mais pour beaucoup initiatique par rapport à leur souffrance. Je vois beaucoup des gens qui me parlent en thérapie, puisque je suis quelqu'un qui n'a pas de normes dans mon modèle, je dirais, d'approche thérapeutique, qui me parlent de ce qu'a été pour eux l'expérience de la maladie. Ce qu'a été cette transformation pour eux, ce qu'a été la connaissance sur eux-mêmes, et ce qu'a été vraiment l'opportunité pour une meilleure connaissance d'eux-mêmes à travers cette douleur, et à travers toutes ces douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Ceci pour en venir à la notion de la douleur. Comme son nom l'indique, ça n'est pas un douleur, bien sûr, bien que parfois on puisse se leurrer sur la douleur. La douleur, dans la manière dont nous la concevons, je dirais, dans l'approche ericksonienne, d'une manière générale, dans ces approches-là, c'est une atteinte à une intégrité, c'est une information. Alors, si vous avez une blessure sur la main, là, une coupure, il y a une rupture de la continuité des tissus. D'accord. Et vous avez une information qui est cette rupture de continuité des tissus. Cette information transite à l'intérieur du corps avec tous les nerfs afférents, etc., et va donner l'information au cerveau. Pour l'instant, il n'y a pas de douleur. C'est qu'une information. Une douleur est issue d'une différence entre quelque chose qui est l'intégrité et de la non-intégrité. Mais où est la conscience de l'intégrité quand je reçois une information qu'il y a une rupture d'intégrité ? La conscience de l'intégrité, elle est dans le schéma corporel, psychologique que la personne a d'elle-même. Elle reçoit une information d'une rupture de son intégrité physique qui, en comparaison du schéma corporel qu'elle a d'elle-même, intégré, lui fait savoir qu'il y a une rupture de l'intégrité de son schéma corporel physiologique. Et lui renvoie bien sûr à l'endroit de la blessure la sensation de la douleur pour l'informer de cette rupture de son intégrité. Donc, une douleur a un support physiologique, mais bien sûr a une différence par rapport à une conscience de son intégrité pour savoir qu'il y a douleur. Toute information est basée sur deux choses. Je ne peux connaître le froid que si je connais le chaud. Une information nécessite deux informations précédemment pour être évaluée. Il en est de même pour la douleur psychologique. Si à un moment dans ma vie psychologique, il y a quelque chose qui se passe, un deuil, la perte d'un être cher, un enfant, peu importe la réalité qui se produit dans la vie de la personne, il y a une rupture d'une continuité de sens. Pas sens au sens de la sensation physique, mais au sens de la construction mentale du sens. Cette chose n'existe plus là, cette réalité a disparu. Elle n'est plus dans mon champ perceptuel. Si elle n'est plus dans mon champ perceptuel et que je l'imagine toujours, lorsqu'elle n'y est plus, j'ai une souffrance. Donc c'est une rupture de continuité de ma représentation mentale de ce qui est lié à mes affects. Donc nous voyons que la douleur est d'abord une information qui est donnée au cerveau pour que la conscience puisse évaluer l'origine, pour pouvoir agir et pour rétablir l'intégrité. La difficulté avec la douleur externe. La douleur externe est plus facile, ça c'est la première chose que nous avons quand je reçois des patients. La douleur externe, elle est facile à gérer, plus facile je dirais. Pour une raison simple, c'est que vous la voyez. Vous voyez l'origine de cette chose-là. Donc votre imaginaire, il n'a pas à imaginer quoi que ce soit, puisque vous voyez l'information. Par contre, si la douleur est à l'intérieur, vous ne voyez rien. Mais votre imaginaire, il imagine quelque chose. Si en plus, on vous donne un diagnostic, qui est pertinent de vous le donner, et si ce diagnostic XYZ vous rappelle quelqu'un qui, il y a 3 mois, avec le même diagnostic dans votre environnement, est décédé au bout de 15 jours,
il me semble qu'il va se passer quelque chose dans votre imaginaire psychologique qui va être très très difficile à gérer. Donc effectivement, vous ne pourrez pas intégrer cette expérience parce qu'il va y avoir une cristallisation sur cette réalité, elle ne pourra pas être intégrée. Elle va rester dans votre conscience consciente et vous allez systématiquement penser à cette chose-là, penser à cette chose-là. Tant que cette douleur n'est pas intégrée, tant que cette expérience n'est pas intégrée, elle va rester là. Puis vous allez souffrir qu'elle reste là. Quand je travaille sur des métaphores d'intégration, je donne souvent cette métaphore. Je l'ai fait encore hier. Je recevais à peu près une dizaine de patients hier. Et à un moment donné, j'ai fait une métaphore sur une notion d'intégration de quelqu'un qui avait vécu des grandes difficultés psychologiques et aussi des souffrances physiques. Et je lui ai demandé simplement d'imaginer mentalement ces douleurs comme des formes de couleurs, rouge ou verte ou bleu. Quelle couleur elle voulait donner à ces douleurs, à ces souffrances. Et j'ai associé ça à la partie consciente d'elle-même. Puis j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai aidé à générer ce qu'on appelle une dissociation avec l'inconscient présent. Il y a une lévitation de la main, la personne est à la fois consciente et inconsciente, elle est dans l'antre, cette transe entre les deux. Et je lui ai dit que l'inconscient était simplement un réceptacle d'un liquide translucide et qu'elle pouvait faire passer cette expérience qu'elle avait cristallisée, comme du cristal, comme de l'eau cristallisée, effectivement, comme un sel, comme un minéral, dans l'espace de son inconscient qui était un liquide, où tout allait se dissoudre et intégrer cette expérience dans l'inconscient. La métaphore sert d'abord à une chose, créer métaphoriquement une représentation de l'expérience de la personne, qu'elle comprenne qu'on la comprenne, et en même temps je lui ai dit ce qui va être important, elle n'aura plus cette densité, cette expérience au fur et à mesure, comme moi avec la chute que j'ai eue avec mon vélo quand j'avais 6 ans, qui maintenant est diluée dans l'expérience de mes expériences humaines. Ça va être dilué, ça va être intégré, ça va colorer mon histoire. Ça c'est clair, entre guillemets. Ça va colorer mon histoire, ça va donner une teinte à mon histoire, mais ça n'aura plus cette cristallisation. Et c'est important qu'on puisse intégrer nos expériences, parce que très souvent, effectivement, moins on a intégré une expérience, plus on va créer des peurs à retrouver l'éventuelle expérience qui est celle-ci. Combien moi j'ai de personnes qui viennent me voir, je me souviens d'une femme qui était venue, qui avait effectivement eu un cancer du sein, qui avait été traité, qui était terminé, etc., etc. Et ça faisait 6 mois qu'elle hésitait à rentrer dans un hôpital parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans un hôpital. Elle n'arrivait plus à rentrer dans un hôpital pour faire une chirurgie plastique avec laquelle tout était d'accord dans sa tête. Mais elle n'avait pas intégré l'expérience de ce qu'elle avait vécu. Et surtout, elle avait gardé, ce qui était assez étonnant d'ailleurs, j'ai le souvenir de ce que j'avais fait avec elle, elle avait gardé ce que j'appelle moi un déclencheur qui générait et qui engendrait une peur, l'odeur. Dans ces moments-là, je ne vous dis pas, les systèmes sensoriels, quand on est en danger, c'est plus. Et j'ai fait faire une chose, c'était intéressant, je vivais encore à Pertuis à l'époque, j'ai fait une transhypnotique, et je lui avais demandé d'amener avec elle un parfum qu'elle aimait, une essence. Et je lui ai demandé, pendant la transhypnotique, de générer elle-même, avec un geste, de mettre du parfum de cette essence et de le mettre sous ses narines, à l'intérieur des narines, pour qu'elle associe l'odeur à son état de totale détente. Puis une fois la séance terminée, j'ai dit, vous allez à l'hôpital, puis vous allez visiter l'hôpital. Okay. Puis vous y allez tout de suite. Elle y est allée, effectivement. Il y avait une association entre l'olfactif différent, et elle a créé une nouvelle expérience de référence qui fait que sa peur a totalement disparu. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la thérapie brève. D'accord. Voilà. C'est une question de créativité. Comment effectivement on va imaginer un processus thérapeutique qui est spécifique à la personne. J'en ai plein comme ça dans ma besace parce que sans cesse c'est que de l'imaginaire et c'est très très intéressant. Donc effectivement quand il y a la douleur chez une personne, c'est qu'elle a du mal effectivement à intégrer cette expérience, elle va garder cette mémoire-là. Il y a une chose qui est importante à vous dire, que je donne comme métaphore aux personnes qui viennent me voir,
c'est que lorsque nous sommes dans un état de souffrance extrême, et bien des situations, vous le savez, sont des souffrances extrêmes et parfois insupportables, entre guillemets, et on n'a pas la mesure, on n'est pas dans l'expérience de l'autre. Lui, il a une mesure, mais c'est intéressant. Quand cette personne est dans une souffrance extrême, le moindre indice perceptuel qui est, et les sens sont en hyper-vigilance dans ces moments-là, et en plus on est dans une situation de dépendance, on a perdu son autonomie, on a perdu sa dépendance physique, psychologique. Le moindre indice qui fait qu'effectivement la personne se sent en danger va être associé à son état de danger. C'est-à-dire, ça va être une odeur, ça va être un bruit, ça va être peu importe ce qu'elle va entendre, et elle va garder cet indice-là après, qui va être déclencheur de son état d'angoisse ou de peur. Je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, je dis, vous savez, quand on est dans des situations, ce que j'appelle moi des situations de survie, et la souffrance est une situation de survie, puisqu'on est à la limite de la rupture de l'intégrité physique, psychologique, morale, et on est parfois à une limite qui est bien dépassée, on ne sait pas si on va rester là ou ne pas rester là, donc on est vraiment dans la survie, on n'est plus dans la vie, on est dans la survie. S'intègrent dans la survie des stratégies qui se mettent en place, mais d'une manière fulgurante, qui prennent une fraction de seconde. Une fois qu'on a instauré à l'intérieur de nous des stratégies de survie, j'y reviendrai, elles deviennent ensuite inaccessibles à la conscience. Parce qu'une stratégie de survie, c'est fait justement pour ne pas être accessible. C'est comme si ici vous avez un système, par exemple, d'alerte incendie. Imaginons que vous ayez un interrupteur. Ça ne servirait pas à grand-chose. Si vous oubliez un interrupteur, l'alerte incendie n'a plus de fonction. Donc, quand vous avez un système d'alerte, il est important que vous ne puissiez pas y accéder. Sinon, c'est dangereux. Quand quelqu'un vit des grandes souffrances, il engendre en lui des systèmes de survie qui sont largement une réponse, je dirais, presque primaire du cerveau, avec des indicateurs sensoriels qui, immédiatement, quand la personne les perçoit, se met dans un état, entre guillemets, de transe. C'est-à-dire, elle n'est plus elle-même. Elle ne se sent plus elle-même. C'est pour ça que vous avez des personnes, quand elles ont vécu des accidents, par exemple, dès qu'elles se retrouvent dans des situations similaires, parce qu'elles n'ont pas intégré l'expérience, et effectivement, se mettent à trembler, se mettent à avoir peur, à transpirer, etc. etc. L'autre jour, j'étais dans la commune qui est à côté de chez moi, et je suis allé acheter une voiture. Et je discutais avec le marchand. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, voilà, je m'occupe de tout ce qui est difficultés humaines et différentes souffrances humaines. Et je lui dis, je m'occupe surtout de tout ce qui est traumatique, etc., etc., entre autres. Et il me dit, ça m'intéresse. Il y a des gens qui viennent m'acheter des voitures, et quand je les vois arriver, je me dis, est-ce que je vais leur donner les clés, quoi. Parce que ce sont des gens qui souvent viennent acheter une voiture d'occasion parce qu'ils en ont planté une il y a 6 mois en arrière, voire 3 mois en arrière, et ils sont dans un tel état issu du trauma de l'accident, ils ont toujours besoin d'une bagnole, mais lui il se pose la question, est-ce que je leur donne les clés, quoi? Parce qu'il me dit, il y en a, ils font 500 mètres, je lui dis, est-ce qu'ils vont arriver au bout de la rue, quoi? Tellement ils sont dans un état de stress à reconduire un véhicule. Alors j'ai laissé ma carte de visite. Je n'ai pas demandé de pourcentage sur l'achat de ma voiture, mais bon, ok. Peut-être que ça va faire une baisse du produit. Mais effectivement, quelqu'un qui n'a pas intégré cette expérience-là risque effectivement de se retrouver dans des situations de survie quand il sera en voiture. Et des situations telles qui risquent de provoquer des accidents. Parce qu'il n'avait pas dans l'idée que ça risquait de lui arriver. Je donne souvent cette métaphore pour parler du pilotage automobile. Vous avez des pilotes de Formule 1 qui, eux, se scratchent. Alors, bien, quoi. Je veux dire, nous, à côté, notre petit accident d'aile froissée, où on a 3/4 d'heure à être comme ça, c'est de la rigolade, hein, je veux dire. Quand un type en Formule 1 se scratch, vous avez les roues qui volent, etc., etc. Ce qui est intéressant quand vous les regardez à la télévision, je ne sais pas que le sport automobile m'intéresse particulièrement, mais l'esprit des gens qui font cette compétition m'intéresse. Parce qu'une fois qu'ils ont eu l'accident, ils sortent de la voiture, s'ils ne sont pas abîmés, et ils sont en colère. Ils donnent des grands coups de pied dans la voiture, ils balancent le casque par terre, etc., etc. Ils ne sont pas dans l'expérience qu'ils viennent de vivre, ils sont dans leur objectif qu'ils ne vont pas atteindre.
qui fait qu'ils intègrent immédiatement l'expérience, et ils ont intérêt. Sinon, ils n'ont plus de sponsors. Voilà. Ils intègrent immédiatement l'expérience qu'ils viennent de vivre pour se servir d'un apprentissage tout de suite. Je reçois beaucoup de sportifs de haut niveau, parce que l'hypnose, et ça les intéresse beaucoup. En ce moment, j'ai également une cantatrice qui vient me voir pour ses états, sa gestion de ses états émotionnels. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand on reçoit un sportif n'a pas la notion d'échec. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour une raison simple, il est dans une stratégie qui est la suivante. Quand il est là, à faire sa prochaine performance, il est dans tout ce qu'il a déjà connu comme réussite, qu'il met dans le futur, qu'il veut reproduire. Et il est également dans tout ce qu'il a connu, qu'il n'a pas réussi, qu'il doit améliorer. Pour lui, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'amélioration à faire. Donc dans le futur, il a quoi? De l'amélioration et de la réussite. Et son objectif, ce n'est que d'améliorer sa réussite. Il n'est que dans cet état d'esprit-là. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'échec pour cette personne. Il n'y a que des apprentissages. Donc on voit qu'effectivement, selon le domaine, mais c'est sûr que le sportif s'est préparé mentalement au fait de ce qui risque de lui arriver. Donc c'est déjà intégré dans le futur de ses possibles. C'est sûr que quelqu'un qui subit une intervention chirurgicale, c'est pas du tout intégré dans ses possibles. C'est pour ça qu'il est dans la souffrance, c'est pour ça qu'il a du mal à intégrer cette expérience. Il y a une autre souffrance qui est importante, quand je disais qu'il y a la souffrance physique, bien sûr, qui est le résultat de la perte d'intégrité physique du corps, il y a la perte d'intégrité de l'image du corps. À table, j'évoquais une chose, j'ai reçu parmi les personnes qui me sont envoyées d'ici, avec les gens avec qui je travaille, que je remercie de tout ce qu'on peut faire ensemble pour l'être humain, j'ai reçu un monsieur qui était venu pour une souffrance résiduelle liée à un accident qu'il avait eu. Il avait eu la tête broyée dans une presse d'imprimerie, donc beaucoup d'interventions chirurgicales, et il avait une douleur résiduelle. Et en questionnant cet homme, je me suis aperçu d'une chose, par la manière dont je l'ai questionné, par ses réponses, et je lui ai expliqué surtout une chose importante. C'est que vous avez une réalité physique, son corps avait été, sa tête avait été réparée, elle était réparée, il n'y avait plus de souffrance physique, il n'y avait plus de blessure. Par contre, lui, quand il se voyait dans une glace, son visage n'était toujours pas réparé à l'initiale de ce qu'il connaissait. Donc l'image de son intégrité physique ne correspondait pas à la mémoire de son intégrité physique. Cela signifie, selon moi, et c'était à mon sens certainement pertinent, c'est que son esprit, sa psyché, entre guillemets, lui renvoyait toujours une douleur. Non pas la douleur de la réalité physique, qui elle était réparée, mais la douleur de l'image psychologique qui n'était toujours pas réparée. Et on n'a travaillé que sur l'image de la réparation psychologique. Parce qu'il y avait une dissonance entre ce qu'il voyait physiquement et ce qu'il connaissait de lui. Et pour lui, à partir du moment où ça n'était pas réparé tel qu'il aurait souhaité, ce qui était légitime, il y avait toujours une souffrance qui intervenait parce que son cerveau lui disait « Non, tu n'es pas réparé ». Et ça, c'est important. Je l'ai vu, je crois, 3 fois, sa douleur résiduelle qui était issue des différentes opérations, qui était censée... Il n'y avait plus rien, on avait analysé, on avait fait tout ce qu'il fallait pour voir s'il y avait une raison, il n'y avait plus de raison. Ça a duré 3 séances. 3e séance, il s'est sorti de sa transhypnotique, il cherchait ses douleurs, se demandait où elles étaient passées. Elles avaient disparu. Simplement, il y avait une restitution et une intégration, je dis bien une intégration, de la différence qui était devenue l'image de son corps. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez l'adolescent qui n'arrive pas à intégrer l'image de son corps qui est en train de bouger. D'accord, c'est pour ça qu'il est en souffrance. Quand je parle aux parents, je leur dis, vous savez, un adolescent, c'est comme si vous, là, demain, vous êtes quoi? Vous faites du 42, ok. On va vous mettre dans des vêtements du 36 pendant 3 jours, puis après 3 jours après, on vous mettra dans du 54. Ben, c'est à peu près ce que sent un adolescent quand il vit. Il y a un décalage entre l'image de son corps et la conscience de son corps. Et sa souffrance d'être
c'est que justement, il y a cette dissonance entre la conscience qu'il a de son corps et l'image que son corps lui renvoie. Et en plus, avec un corps qui, tous les 3 jours, est en train de changer. Donc, on ne peut pas s'y fier. Donc, c'est un peu difficile. Puis en plus, il faut qu'il se positionne dans sa vie sociale. Il y a beaucoup de choses à gérer pour cette brave petite tête. Donc, c'est à cause des autres que ça va mal. C'est normal. D'accord. Donc, vous avez tous connu ça, plus ou moins. Donc, effectivement, l'adolescent, il a besoin d'intégrer cette différence. Et c'est important de leur parler et de leur expliquer ça aussi. Tu vois, ils ont compris ça, ils se calment un peu, voilà, puis ils se disent, oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Et évidemment, puisque ces repères physiologiques ne sont plus les mêmes, c'est comme si, je vous dis, voilà, ce soir vous allez arriver dans votre maison, toutes les pièces auront changé. Ok, d'accord. Ça va être sympa comme truc. Mais c'est un peu ça, ce qui se passe. Quand quelqu'un subit, entre guillemets, un accident, c'est aussi ce qui se passe. Quand on me demande mon métier, je dis je suis décorateur d'intérieur. Il y en a, ils arrivent avec des meubles Henri II dans le salon, je veux dire, ils en ont plus envie, quoi. Puis avec des tapisseries, je vous dis pas l'état, quoi, je veux dire, qui date de 3 générations en arrière. Il y a tout à remettre en place, quoi. Puis de faire en sorte que ce qu'ils ont dans leur intériorité correspondent à leurs valeurs actuelles et leurs critères de vie actuels. Ils ont souvent eu un héritage et on ne sait pas comment faire. Puis il y a des héritages psychologiques qui ne sont pas taxés par l'État, malheureusement. Ça ferait du bien de temps en temps, ça ne servirait pas à grand monde, en tout cas au niveau de l'État, mais ça ferait du bien à l'humanité. Donc effectivement, quand une personne s'adresse à moi, la première des choses, effectivement, surtout par rapport à des souffrances physiques et psychologiques, c'est de bien distinguer quelle est la part qui lui reste de la souffrance physique, qui est toujours liée à la souffrance physique, et la part de ce qui est de la souffrance psychologique. Et qu'est-ce qu'elle a à intégrer, ou l'une ou l'autre, ou les deux, bien sûr. Et il y a aussi une autre souffrance qui est importante, donc on a la souffrance physique, la souffrance psychologique, parce qu'on a perdu une part de son intégrité. J'ai le souvenir d'une femme qui était vraiment venue me voir avec une souffrance psychologique, mais comme rarement j'en avais eu. Elle a eu un accident très très grave, et pendant 6 mois, elle avait été totalement dépendante pour tout ce qui est les choses les plus simples, aller aux toilettes, etc., etc. Donc pendant 6 mois, jeune fille de 23 ans, elle avait été comme un gosse de 6 mois, quoi, et encore. C'est-à-dire, elle était dans une régression identitaire totale. Il n'y avait plus personne, quoi. Elle ne savait plus qui elle était, quoi. Parce qu'elle avait perdu, pendant 6 mois de cette période-là, toute autonomie. Toute autonomie. Et puisqu'elle avait perdu l'autonomie, elle avait perdu l'indépendance. Mais vu qu'elle était dépendante, elle avait perdu l'autonomie. C'est intéressant de faire la différence entre autonomie et indépendance. Pour pouvoir être indépendant, il faut d'abord être autonome. Avis aux Corses. Bon, juste au passage. Ah oui, c'est la moindre des choses. Okay. Si vous voulez votre indépendance, un enfant, avant d'être indépendant, il est d'abord autonome. Il acquiert son autonomie de la marche pour être indépendant de celui qui lui tient la main. Mais s'il n'acquiert pas d'autonomie, il n'aura jamais d'indépendance. Donc c'est basique. Et les personnes qui sont en souffrance, comme cette personne dont je viens de parler, avaient perdu toute indépendance, mais avait été affectée dans son autonomie aussi, ce qui est beaucoup plus grave. Il y avait une perte il y avait une déconstruction identitaire, totale déconstruction identitaire. Elle disait, je ne sais plus qui je suis, quoi. Elle ne savait plus qui elle était, quoi. C'est comme si, et ça arrive quand on est avec des difficultés de comportement qu'on ne maîtrise pas, c'est quelqu'un qui a, mettons une phobie, vous allez comprendre, quelqu'un qui a une phobie, il a un comportement qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas. Tant que ce comportement n'a pas d'implication sur son indépendance, ça ne pose pas de problème. Mais à partir du moment où ce comportement a une telle conséquence que cette personne devient dépendante, par exemple pour sortir en voiture parce qu'elle est dépendante, qu'elle ne peut plus conduire, ça n'est plus le comportement qui la fait souffrir, c'est la perte d'indépendance qui la fait souffrir. Ça n'est plus l'acte qui est source de souffrance, c'est la destruction de la construction identitaire. Qui je suis si je ne maîtrise pas ce que je fais.
Ok, on voit aussi dans les dépendances par rapport aux alcools, etc., etc. Ou quand quelqu'un a une dépendance à de l'alcool, c'est pas un problème de dépendance qui a réglé, c'est de retrouver l'autonomie pour réacquérir l'indépendance. Et ça, c'est une notion importante. Donc effectivement, cette personne qui avait été atteinte dans son intégrité physique avait été beaucoup plus atteinte, même si elle était consciente que l'atteinte physique était importante. L'atteinte qu'elle gardait, la souffrance qu'elle gardait importante, c'était la souffrance d'avoir perdu son autonomie. Et là, il y avait une déconstruction totale de la notion identitaire. Elle ne savait plus qui elle était. Et en plus, le processus évolutif naturel de l'humain, qui est une spirale ascendante, s'était arrêté et tournait en rond. Et depuis, elle avait l'idée que ça pouvait revenir dans sa vie, puisqu'elle n'avait pas la certitude que tout était guéri. En tout cas, physiologiquement, il y avait encore des choses à réparer. Elle était toujours dans l'angoisse. Est-ce que je ne vais pas me retrouver comme ça un jour? Et l'idée, c'était, le mieux serait que je me suicide, quoi. Tant qu'à faire. Au moins, j'aurais beaucoup de soucis par rapport à ça. Donc, on voit là que cette notion-là, elle est importante. Tant qu'on n'a pas intégré l'expérience, on va garder une souffrance qui est parfois plus importante que la souffrance physiologique. Alors, comment va fonctionner la transhypnotique? J'attendais cette question. Voilà. Comment va fonctionner la transhypnotique? On va utiliser le langage, un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec vous. C'est une chose relativement simple. Dans notre manière d'échanger, de parler, nous utilisons dans le langage des structures linguistiques qu'on a appris sans y réfléchir. Vous avez appris le langage sans même savoir que vous étiez en train de l'apprendre. Donc vous avez une conscience inconsciente de ce langage, sauf quand vous commettez une erreur linguistique, vous y revenez, puis vous dites tiens, là je me suis planté, je vais corriger, sinon ça se fait naturellement. Comme moi qui suis en train de vous parler, je ne réfléchis pas à ce que je dis. C'est pas parce que ce que je dis n'est pas réfléchi, je ne vais pas confondre, d'accord. Nuance. Voilà. Donc ce que l'on va faire dans l'accompagnement thérapeutique, c'est qu'on va permettre à la personne, par rapport à la douleur, par exemple, de se dissocier de la conscience de la douleur. Pour une raison simple, c'est que plus vous avez mal quelque part, plus votre conscience va se focaliser sur cette chose-là. Plus en plus vous allez penser que vous ne voudriez plus avoir mal, plus vous pensez à ce que vous ne voulez plus vous êtes obligé d'y penser. Ce qui est légitime. Si je vous dis par exemple, ne pensez surtout pas là maintenant, surtout n'y pensez pas du tout. Vraiment ne pensez pas du tout à ce que je vais vous dire, qui est de penser à un éléphant. J'en ai vu plein qui viennent de passer. Quand on est dans la souffrance, ce qu'on souhaite, c'est de ne plus avoir la souffrance. Bien sûr. Plus vous ne voulez pas quelque chose, plus vous focalisez votre attention sur ce que vous ne voulez pas. Et pour la personne, elle est dans un espèce de cercle vicieux, entre guillemets. Comme disait Brecht, quoi. Prenez un cercle, caressez-le, il devient vicieux. Petite citation littéraire. Pour détendre l'atmosphère. Donc quand cette personne est dans cette crainte de ce qu'elle ne veut plus, c'est-à-dire qu'elle va imaginer dans le futur qu'elle ne voudrait plus ça. Mais elle va imaginer quoi? Ce qu'elle est en train de vivre. Et effectivement, c'est une difficulté pour elle de sortir de cela. Je vais vous donner un autre aperçu de l'impact du langage. Un truc qui m'a personnellement, en tant que thérapeute, beaucoup choqué ces 10 dernières années, on va dire, ou 20 dernières années. Il y a une problématique de société qui est une maladie qui est là depuis 20 ans, qui s'appelle le sida. Et au début, quand quelqu'un avait le sida, on disait il est atteint du virus du VIH. Puis ensuite, on a dit il est atteint et il a une séropositivité. Il a. C'est bien il a, pas il est. Puis ensuite, on a glissé sémantiquement, on a dit il est positif. C'est-à-dire qu'on a transformé ce que la personne avait en ce qu'il était. Que je sache, ce n'est pas une identité. C'est un état. L'état, il est transitoire, l'identité, elle est permanente. Et ça, c'est une notion fondamentale. Mais cette personne qui est positive, si quelqu'un vient le voir et qu'il n'a pas le moral,
Il faut qu'on lui dise sois positif. Donc psychologiquement, il faut qu'il soit négatif pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez le paradoxe psychologique? Il faut que je devienne négatif pour m'en sortir. Je ne sais pas si vous arrivez à gérer ça. Mais ça va être très très difficile psychologiquement. Parce qu'il va y avoir une confusion de sens dans la notion négatif et positif. Hein? Donc les autorités sanitaires, peut-être un petit peu leur dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, quelles précautions prend-on linguistiquement quand on parle. Ce serait peut-être, je veux bien faire partie de la commission, à réfléchir. L'autre jour, je faisais un séminaire à Paris sur l'hypnose, et j'ai demandé aux élèves qui étaient là, qui beaucoup étaient des médecins, de m'amener, entre deux séminaires, tous les documents dans la presse qu'ils avaient par rapport au cancer. Tout ce qui était écrit. Puis j'ai regardé et j'ai dit on va analyser les métaphores qui sont utilisées dans ce secteur. C'est la guerre. On va bombarder, on va tuer, c'est une guerre permanente. La métaphore, c'est que de la guerre. Moi, quand on a une métaphore pareille pour me traiter quelque part, j'y vais pas. D'accord? On va bombarder, on va tuer, on va détruire, c'est que de la métaphore guerrière. Je dis pas que c'est pas pertinent ce qui va être fait. Dans l'acte, oui, on va faire certaines choses. Mais dans la réalité psychologique, c'est le langage qui va être perçu. Et il est important d'être conscient de cette différence-là. Surtout qu'en plus, la personne est en guerre contre quelque chose elle-même. Et puis elle se juge, elle se culpabilise, pourquoi j'ai ça, etc., etc. Donc il y a une importance, et on voit que l'importance du langage n'est pas neutre du tout, du tout. L'idée, c'est pas tellement le langage qui importe, c'est qu'est-ce qu'on construit mentalement avec le langage. Le langage est une chose, et qu'est-ce que vous allez construire? Si je vous dis par exemple, comme je disais tout à l'heure, ne pensez pas à telle chose, vous allez immédiatement y penser, bien sûr. Parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est une petite parenthèse, la négation n'existe pas dans nos 5 sens. Elle n'existe que dans le langage, c'est un concept. Si je vous dis ne sentez pas votre pied droit, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé de mettre votre conscience dessus. Donc si vous dites à quelqu'un ne faites pas ça, ne pensez pas à ça, oubliez ça, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va immédiatement y penser, parce que soit nous percevons, soit nous ne percevons pas. Mais la négation nécessite la construction de la négation de ce qu'on ne veut pas percevoir pour pouvoir savoir ce qu'il ne faut pas qu'on perçoive. Mais c'est déjà fait. C'est pas une question de pensée positive ou négative, c'est une question de linguistique affirmative. Ça n'a rien à voir avec une pensée positive ou négative qui serait une valeur morale. C'est une notion linguistique et cognitive. Qu'est-ce que produit le langage dans notre représentation mentale? Quand je dis quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que ça produit dans sa représentation mentale? Je ne suis pas responsable de ce que ça produit, mais je suis quand même responsable de ce que j'ai dit qui peut éventuellement produire certaines choses. D'accord? Donc effectivement, quand j'interviens dans le domaine de la formation, quel que soit le domaine, surtout avec des gens qui sont dans le secteur où vous êtes, qui ont fort heureusement cette sensibilité, majoritairement, mais parfois il y a un petit peu des difficultés, quoi. Je vais juste vous donner une anecdote comme ça. C'était ma compagne de l'époque qui était psychologue, qui avait une patiente et qui allait régulièrement en chimiothérapie parce qu'elle était atteinte d'un cancer. Et un jour, elle lui raconte, cette jeune femme, elle lui dit voilà, j'étais dans le secteur à Marseille, c'est juste une anecdote, ce n'est pas un jugement sur quoi que ce soit, juste une anecdote. Je crois que tout le monde, on peut faire ces erreurs-là, et fort heureusement, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Et cette jeune femme qui était mal, parce que je pense que quand on est dans un cancer, on n'est pas au mieux de sa forme psychologique, étant dans le service en question, interpelle un interne et lui dit est-ce qu'il y a un psychologue? Et l'autre lui dit non, nous n'avons pas de psychologue, par contre nous avons un aumônier.
L'intentionnalité, je ne doute pas de la personne, de la personne qui a dit ça, je ne doute pas de son intentionnalité. Il y a quelqu'un qui peut vous écouter, c'est ça qu'il a voulu dire, bien sûr. Mais le raccourci sémantique, voilà, il aurait peut-être dit dire, il y a quelqu'un qui peut vous écouter. Ça aurait été plus juste, plus pertinent et peut-être moins dommageable. D'accord, c'est juste un petit détail. D'accord. Bon, hein, on n'est pas à l'abri. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va générer une dissociation? Chacun d'entre nous vivons ces états-là. C'est-à-dire que vous avez tous, dans votre expérience, la capacité de générer des états de dissociation. Quand vous avez très mal à un endroit donné, ça vous arrive de mettre votre esprit ailleurs pour ne pas penser à cet état-là. Et ça, on le fait tous. C'est naturel. C'est une fonction naturelle. Et on arrive même jusqu'à ne plus sentir ça. Je reçois en ce moment quelqu'un qui fait de la boxe thaï, qui est un champion de boxe thaï. Soit dit au passage, quand il me dit j'ai été un peu bousculé dernier entraînement, je ne voudrais pas vivre le centième de ce qu'il vit dans ma vie, parce que lui, il a une capacité de se dissocier de la douleur qui est certainement largement supérieure à la mienne. C'est-à-dire qu'il a changé son seuil perceptuel par rapport à la douleur. Et là aussi, c'est très culturel. C'est en fonction de ce qu'on fait, en fonction de... etc. etc. Hein. Et juste une anecdote, grand gaillard, et qui me dit à un moment donné, j'ai peur de contact des mouches sur ma peau. Okay. C'était intéressant quand même. Comme quoi, le seuil, il est où? Dans quel secteur il peut avoir un seuil où tout est supportable et dans un autre secteur où c'est pas supportable? C'est quand même assez étonnant. Donc ça veut dire que lorsqu'on n'a pas intégré une expérience ou une peur ou une crainte liée à une expérience douloureuse, on va garder effectivement cela sans cesse en nous. Donc qu'est-ce qu'on va permettre par la dissociation? On va permettre à la personne que sa conscience, consciente entre guillemets, cesse d'abord les commentaires qu'elle a l'habitude de se faire, et Dieu sait si on s'en fait, retrouver une capacité de silence à l'intérieur d'elle-même, une capacité de centration, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus avoir dans sa tête sans cesse les mêmes commentaires, les mêmes discours qu'elle a entendus ou qu'elle se dit, pour que son seuil de conscience arrête de se cristalliser sur la problématique. À partir du moment où effectivement elle va baisser son seuil de conscience, elle sera disponible à un autre état qui va lui permettre d'aller chercher effectivement des aptitudes, des ressources et surtout de prendre contact avec la partie d'elle qui est intégrative et qui est apte à pouvoir intégrer les expériences. Plus vous êtes en train de saisir quelque chose, moins vous pouvez intégrer cette expérience. Le jour où vous lâchez cette expérience-là, où effectivement vous n'avez plus le mental qui pense sans cesse à ça, qu'est-ce qui va se passer plus tard, comment je vais, qu'est-ce qu'ils vont me dire, est-ce que ça va guérir, etc. Tout ce que la personne met autour, qui est l'aspect psychologique, à cause de l'inconnu, à cause du non-savoir, à cause de plein de choses, à cause que la personne sait aussi, et ça arrive. Moi je vois avec les gens qui ont des maladies dites orphelines, il y a une construction psychologique autour de ça qui est phénoménale. Le fait qu'on leur dise c'est ça diminue souvent le seuil de peur de 90%. Pourtant, ça n'a rien changé dans la réalité des faits. Simplement, on a mis un mot dessus. On a nommé la chose. Et pour eux, ça suffit. Parce qu'à partir du moment où on nomme, on doit pouvoir contrôler. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon, c'est déjà psychologiquement quelque chose de différent pour ces personnes. Et à ce moment-là, ils peuvent l'intégrer. J'ai ça. Et si je vous dis, tiens, il y a un truc qui va arriver là, tout à l'heure, puis qui va nous écraser. Il y a un truc. Vous me dites, c'est quoi? Je sais pas, mais c'est un truc. Ouais, mais c'est quoi? Je sais pas. Il y a un truc qui va rentrer par la vitre, là, puis qui va écraser tout le monde. Mais c'est quoi? Je sais pas. Ok. Mais vous savez rien. Je vous dis pas la frousse que vous avez commencé à avoir. Si je vous dis c'est une locomotive, c'est un train, une voiture, machin, là, vous aurez une représentation. Vous allez commencer à développer des stratégies d'évitement. Qu'est-ce que je pourrais faire quand c'est ça? Mais si vous savez pas ce que c'est, votre imaginaire va se débrider total. Et il va changer, il va chercher tous les possibles qu'il puisse y avoir de ce qui pourrait se présenter. Et certainement pas ceux qui seront nécessaires, puisque vous en aurez fait plus que ce qu'il est nécessaire. Donc ce qui est intéressant, vous ne pourrez pas intégrer cette expérience-là. À partir du moment où on nomme pour la personne ce qui se passe,
Et c'est vrai que c'est important. Par contre, il est intéressant de vérifier quel sens elle donne à ça, quelle expérience elle en a. Si je dis à quelqu'un, vous avez telle difficulté, d'abord, moi, je vais la questionner sur qui, dans son environnement, a connu la même chose dans les 3 ans à venir, passés. Est-ce que ceux qui l'ont connu sont toujours vivants? Parce que quelle est l'association qu'elle va produire avec ce que je lui dis, puisqu'elle connaît. Il y a quelque chose de spécifique, donc vérifier aussi ce domaine-là. Parce qu'elle va ressortir avec ce que je vais lui dire, qui est pertinent, plus ce qu'elle va mettre, qui n'est certainement pas pertinent. Donc ça va être important aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va demander à cette personne de générer une dissociation, c'est-à-dire qu'elle aura une conscience tranquillement installée. Pendant ce temps-là, elle va être ce qu'on appelle dans un état de transe, où on utilise entre autres comme approche une lévitation de la main, c'est-à-dire que la personne a la main qui se lève toute seule, parce que l'inconscient est disponible. Et on va pouvoir induire dans la transe hypnotique un processus qui va être un processus d'intégration, où quelles ressources elle a besoin d'aller trouver en elle, qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller rechercher comme connaissance par rapport à elle-même, qui lui a permis parfois de vivre et de transformer certaines expériences et d'en tirer profit le plus possible. Une fois qu'elle va être dans cette capacité-là, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle puisse continuer quand elle sort de la salle de consultation et qu'elle puisse continuer à faire ça pour elle-même. On va aussi utiliser beaucoup de métaphorisation, ce que je disais tout à l'heure, parce que quand on a des choses qui interviennent, c'est que quand vous avez une douleur, d'abord, quand elle est devenue extrême, vous avez perdu la connaissance des seuils de la perception. Si je vous tape sur le dos avec un marteau tous les jours, régulièrement, au bout de 3 mois, vous ne sentirez plus rien. Parce que vous aurez réduit votre seuil de douleur par rapport à cette expérience-là, pour éviter de souffrir. C'est-à-dire que plus on en fera, moins vous sentirez. Ça, c'était intéressant. Juste parler d'une anecdote. J'ai travaillé au début de ma carrière, entre guillemets, j'ai travaillé pendant 5 ans avec des enfants dits psychotiques, qui m'ont beaucoup interrogé, et j'ai appris beaucoup avec ces enfants-là, qui n'avaient pas du tout les mêmes seuils de douleur que nous. Mais vraiment rien du tout. J'ai le souvenir, un jour, on avait un petit jardin qu'on faisait avec les enfants, et il y avait un gosse là, qui était au bord d'un feu qu'on avait fait, puis on était nous à une dizaine de mètres, Patrick, et qui n'avait pas de langage, ou très peu, juste des onomatopées. Puis à un moment donné, on le voit qu'il nous fait signe, on dit « Oui, salut, comment tu vas ?» Puis on était là en train de bricoler ce qu'on était en train de faire avec d'autres enfants. Puis à un moment donné, on se retourne et dit « Bizarre, c'est écrit, c'est pas habituel. Okay. » Puis on le regarde, il était en train de brûler. Il y a une jambe qui brûlait, et le pantalon était en train de brûler. On s'est précipité, et la jambe était en train de brûler. Il y avait une braise sur sa jambe, donc il nous signalait qu'il y avait le feu. Quoi. Okay. Mais apparemment, il n'y avait aucune douleur. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le même référent culturel, la même expérience, bien sûr, et qu'il ne donnait pas le même sens à cette expérience-là. Je pense que lui, il nous disait qu'il y avait le pantalon qui était brûlé. Quoi. Je veux dire, ou vraisemblablement quelque chose de ce genre, j'en saurais jamais rien. Mais c'était assez intéressant de voir jusqu'où le seuil peut aller par rapport à cette souffrance. Donc la personne, à un moment donné, si elle a une souffrance trop importante, elle va se dissocier de la souffrance. Elle ne va plus du tout la sentir. Elle va s'anesthésier. Parce que là-haut, on a ce qu'il faut. Comme laboratoire clandestin, c'est pas bien. Ça y va, ça produit les morphine, endorphine, machin. Pas le dire au ministre de l'Intérieur, mais bon, un laboratoire clandestin. À faible dose, mais bon, d'accord. Et donc, on va fabriquer tout ce qui est nécessaire pour ne plus ressentir, jusqu'à créer des états de dissociation totale. Et quand on a créé un état de dissociation, on ne va plus pouvoir intégrer l'expérience. C'est pour ça qu'on utilise de plus en plus, et ça je trouve ça très très intéressant, il y a une femme en Belgique qui a fait, je crois, 4500 interventions chirurgicales sous hypnose, toutes catégories confondues, ça a été financé par l'Europe. Ils ont diminué d'à peu près 75% les doses d'anesthésie. Voilà. L'idée est la suivante. Quand ça n'est pas nécessaire, bien sûr, il y a des moments où c'est nécessaire, plus on va réduire la dose d'anesthésiant, plus la conscience peut rester présente. Plus la personne peut intégrer cette expérience-là.
moins elle est présente, moins elle va intégrer cette expérience. C'est pour ça que nous avons des personnes, quand elles ont eu des comas, ou quand elles ont eu des expériences difficiles, où elles sont parties dans les vapes pendant 3 jours, ou dans un coma, ont énormément de mal à intégrer ces expériences, parce qu'il y a un blanc. Comment vous allez intégrer une expérience où il n'y a rien? Comment la conscience va donner du sens à quelque chose où il n'y a rien eu? C'est extrêmement difficile. C'est comme si vous aviez chez vous une pièce où il n'y a rien dedans. Ok, vous n'avez pas à quoi elle sert. Mais elle est là, il n'y a rien. Elle n'a pas de sens, elle n'a pas de définition, elle n'a pas de finalité, il n'y a rien, mais elle est là. Et à chaque fois qu'on vous demande mais à quoi ça donne, on ne sait pas, mais elle est là. Ok. Donc, il y a un trou blanc, et c'est trou blanc. Hein? Donc, et pour la personne, elle ne peut pas intégrer l'expérience quand effectivement il y a eu cette rupture de continuité. Quand je disais qu'effectivement à la souffrance, il y a une rupture de continuité du tissu. Okay? Mais l'expérience psychologique, quand parfois il y a un coma ou des choses comme ça, nous avons une rupture de continuité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on n'a plus de sens à la vie. Comment je vais intégrer un moment où je n'ai pas donné de sens à ma vie? C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que ceux qui viennent nous voir sont à la recherche de qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Il y a même des gens qui me demandent de faire de l'hypnose pour retrouver ce qu'ils ont vécu dans ces moments-là, parce que ça leur manque. Hein? Surtout si en plus ça a duré dans un temps assez long. Hein? Ça peut aussi générer des états d'angoisse. C'est-à-dire, si j'ai à nouveau cela, qu'est-ce qui va se passer? Si je perds à nouveau le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans ces moments-là, j'ai perdu le contrôle. J'ai plus d'autonomie, j'ai plus d'indépendance, il n'y a plus rien eu. J'étais totalement dépendant au monde extérieur. C'est un peu flippant comme état d'être. Donc effectivement, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir restituer à la personne la totalité de son expérience et qu'elle puisse l'intégrer. Puis qu'est-ce qu'elle a appris de cette expérience-là, surtout. Donc, la dissociation va permettre à ce que la personne retrouve d'une manière artificielle un état qui est naturel. Hein? C'est-à-dire que la dissociation est un état naturel. Vous vivez ça tous les jours. Donc la transhypnotique n'a rien d'exceptionnel. Je dirais même que j'étais il y a 5 ans à un congrès mondial de psychothérapie. C'était très intéressant parce que dans la psychothérapie, on n'a pas de théorie particulière. Plein de domaines de recherche, et il y avait à peu près une centaine de cultures différentes, asiatiques, africaines, sud-américaines, etc. Et c'était très 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 intéressant de voir toutes les approches thérapeutiques avec le candomblé brésilien, qui sont des symboliques différentes de la construction de la psychologie. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces cultures a trouvé un moyen symbolique de donner du sens à notre expérience psychologique. Et quelque part, même si on n'a pas les mêmes symboliques, on a des structures qui se retrouvent et qui sont similaires d'une culture à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller vers ces cultures pour voir comment, dans ces cultures-là, ce qu'on appelle actuellement l'ethnopsychiatrie, comment allons-nous aider l'autre avec le modèle de sa culture, pas avec le nôtre. J'ai eu une fois une patiente en thérapie qui était venue me voir et qui m'avait dit qu'elle était envoûtée. Et qui venait de Madagascar. J'ai passé à peu près 5 séances à la questionner sur son modèle psychologique, qui est un modèle thérapeutique, avec tous les rituels, etc., etc. Et à une séance, je lui ai fait faire un rituel en fonction de cette culture. Elle a été effectivement désenvoûtée, selon elle. Ce qui est important, c'est que ce que j'allais lui proposer ait du sens dans sa culture. Sinon, j'aurais fait du colonialisme, néocolonialisme psychologique. C'est pas mon but. Okay. Et donc c'est important, quand on accueille effectivement des personnes, d'aller questionner quel est leur modèle de représentation de leur propre psychologie. Parce que chacun véhicule sa propre culture à l'intérieur de lui-même, même la représentation du corps, etc. etc. Donc maintenant, je suis le Mahawa Bogolugis. Non, quand même pas. Mais c'est intéressant d'aller à la rencontre d'une culture qui est très très loin de la nôtre pour savoir quelle est cette différence et comment eux, ils donnent du sens à leur réalité, qui n'est pas plus vraie que la nôtre, mais qui a du sens dans la leur. Donc cette personne qui a vécu une souffrance, qui n'a pas intégré cette expérience, on génère cette dissociation. Et effectivement, ce qu'on va faire, la dissociation, c'est lui permettre mentalement, par exemple, de créer sur un écran
qu'elle va visualiser devant elle, l'expérience qui a été celle de la souffrance, mais qu'elle puisse se dissocier de l'image et de la sensation physique ou de l'état psychologique générateur d'angoisse, de façon à ce que l'image soit intégrée, mais qu'elle ne garde pas associée à cette image une peur. Parce que tant qu'elle va garder associée à cette image une peur, elle ne pourra pas intégrer l'expérience. Le pilote de Formule 1, tant qu'il a dans son imaginaire, la dernière fois il est sorti de piste et qu'à chaque fois qu'il pense à cette image, il a peur, il n'intègre pas son expérience. Le jour où il n'a plus peur, il intègre son expérience. Donc il apprend très très vite à se dissocier. Ils apprennent ça, mais alors, la partie des techniques, ils apprennent très 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 vite, ils savent très très bien faire ça. Pas la peine de leur demander comment ils font, ils savent le faire. Donc ils ont une capacité très volubile du mental, très rapide, de se dissocier de l'expérience et effectivement de ne regarder que la réalité factuelle de ce qui a été. Et ensuite, l'image, l'histoire est une chose, mais ce qu'on garde de notre vie, ce n'est pas une histoire, c'est la géographie. On n'agit pas sur l'histoire, mais on peut agir sur la géographie. Cette pièce, cet espace, pour faire une métaphore, ce lieu a été construit en fonction d'une histoire. Vous n'interviendrez pas sur l'histoire qui a produit ce lieu. Par contre, vous pouvez intervenir sur ce lieu et sur sa géographie qui aura une incidence sur l'histoire. Notre représentation mentale, c'est la géographie qu'on a de notre histoire. Une douleur qui a existé, elle a été, elle peut être encore. Ça, c'est une histoire qui est liée à cette douleur, mais nous en avons une représentation mentale. Et on peut agir sur la représentation mentale de cette réalité-là. Ça ne changera pas la réalité, mais ça changera la relation à cette réalité-là. Et ce qui est important pour l'humain, c'est de pouvoir retrouver son indépendance de la relation qu'il a avec lui-même, thérapeutiquement parlant. C'est-à-dire quelle est la relation qu'il a entre ce qu'il vit et ce qu'il imagine. Ce qu'il imagine, il a un lien et une relation avec ce qu'il imagine. Et ça, il peut le transformer, le changer, se l'approprier, il peut faire quelque chose. La réalité, il ne peut pas faire quelque chose. S'il y a une blessure, il ne peut pas faire quelque chose. Quoique, de plus en plus, on s'aperçoit avec l'hypnose, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, c'est que des états hypnotiques peuvent avoir des conséquences sur l'augmentation des plaquettes. On a fait des études, surtout beaucoup aux États-Unis. On a fait des études sur les conséquences, c'est pas cellulaire, mais les conséquences, je dirais, au niveau biologique, quand on fait des séances d'hypnose régulières, sur le changement de globules rouges, sur toute une série de paramètres qui sont effectivement des paramètres physiologiques, et on s'est aperçu qu'il y a des incidences régulières, en tout cas, entre les processus psychologiques et les paramètres physiologiques. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On est, je pense, j'ai la conviction, au début d'une époque, vraiment. On est au début d'un siècle qui va découvrir beaucoup de choses dans la relation entre ce qui est psychologique et ce qui est physiologique, puisqu'on atteint de plus en plus les limites de l'infinitésimal et en biologie qui rejoint l'infinitésimal de ce qu'est la conscience. Donc on est dans deux univers où où on est, dans quel paradigme on est, parce qu'on est dans le paradigme de l'esprit, le paradigme du corps, et ces deux univers-là se rencontrent, bien sûr. On sait beaucoup dans la relation, par exemple, au stress, tout ce qui est fabrication d'endorphines, que les états, effectivement, psychologiques du stress ont des incidences importantes sur les endorphines. Les sportifs le savent énormément, ils se shootent aux endorphines qu'ils produisent eux-mêmes. C'est-à-dire que leur état psychologique génère des endorphines. Ils peuvent même être parfois accros, entre guillemets, à un sport. Ils peuvent avoir des systèmes presque de dépendance. Mais ce n'est pas au sport qu'ils sont accros, c'est la production de ce qu'ils produisent dans leur esprit qui fait qu'ils en ont vraiment besoin. Et donc, ils se prennent des grands shoots d'endorphines, et puis au fur et à mesure, ils ont besoin de ce tonique. Et ça fait qu'ils deviennent effectivement accros à cela. Et quand ils ont une baisse effectivement de tonus, ils sont capables de prendre quelque chose pour ramener à nouveau ce tonus qui leur permet de fabriquer ces endorphines. Donc, lorsqu'on va créer cette dissociation, la personne va pouvoir, par son expérience hypnotique
qu'elle pourra retrouver, intégrer son expérience, que ce soit de la souffrance, que ce soit l'image qu'elle a de son corps. Avec cette notion, je dirais, qui est effectivement symbolique, parce que quand on est dans une douleur intérieure, comme je le disais, on n'a pas de représentation mentale. Ça, c'est source d'une peur phénoménale. On n'a qu'un diagnostic, mais entre le diagnostic et notre représentation, il y a parfois, c'est à 1000 lieues, c'est un univers qui n'a aucun rapport. Donc ce qui est intéressant, c'est retrouver les seuils qu'on a perdus, les seuils de tolérance qui ont été complètement altérés. Quand quelqu'un a des grandes souffrances, il ne sait même plus quand est-ce qu'il souffre ou qu'il ne souffre pas. Et des fois, il a complètement perdu la conscience de ce seuil. Retrouver par l'hypnose, effectivement, l'initial quand on était enfant, quand on était petit, qu'on a construit nos seuils perceptuels de la douleur, et on a toujours la mémoire de ces seuils perceptuels. C'est important parce qu'on risque de se mettre en danger quand on a perdu les seuils perceptuels, et parfois certaines personnes se mettent en danger parce qu'elles n'ont plus de seuils perceptuels, ne savent plus où est le risque, le non-risque, l'intégrité, la non-intégrité, sont complètement déboussolées. Deuxième chose, c'est réussir quand il y a une douleur en interne, de créer une image mentale, métaphorique. Non pas je vais contrôler ce qui se passe dedans, mais je vais contrôler la métaphore. Mais la métaphore va avoir une incidence sur la conscience que j'ai de ma douleur. C'est pour ça que je pose des questions très précises. Est-ce que la douleur est profonde, superficielle, aiguë, large? Est-ce qu'elle est répétitive? Est-ce qu'elle vient le matin, etc., etc., etc. Je peux même faire des prescriptions en leur disant vous allez souffrir pendant 10 minutes et après vous arrêterez de souffrir pendant un quart d'heure. Je vais vous demander de faire ça. Et les gens arrivent à le faire. Ça, c'est assez étonnant. Je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais ils y arrivent. Et ça, c'est intéressant, c'est que tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils ont une part qui est leur part psychologique par rapport à la souffrance, qui leur appartient. Ça signifie une chose pour ces personnes qui se restituent dans la part qu'ils ont dans une souffrance, ça leur restitue leur autonomie et leur indépendance. Et le problème, et vous le savez tous, moi aussi en thérapie, le problème de l'accompagnement thérapeutique, de l'accueil thérapeutique, problème numéro 1, c'est que la personne va avoir besoin de quelqu'un. Donc elle est dépendante. Elle va avoir besoin de quelqu'un parce qu'elle ne peut plus faire ce qu'elle a besoin de faire vis-à-vis d'elle-même parce qu'elle n'y arrive plus, physiquement ou psychologiquement, donc elle est dépendante. Donc elle a besoin de quelqu'un et elle a besoin de ne plus avoir besoin de quelqu'un. Elle fait tout, elle voudrait tout pour ne plus avoir besoin de quelqu'un alors qu'elle a besoin de quelqu'un. Elle est vraiment dans un état de faiblesse d'avoir besoin de quelqu'un. Elle est vraiment dans la souffrance d'avoir besoin de quelqu'un. Ah oui, parce qu'avoir besoin de quelqu'un, ça génère un état de souffrance au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'on a perdu notre autonomie, qu'on a perdu notre indépendance. Donc, l'accueil thérapeutique gère ce paradoxe. J'ai besoin de vous, mais si je pouvais m'en passer, ce serait bien. Et c'est ce qu'ils demandent, hein. C'est pour ça qu'ils sont là. D'accord. Mais ils sont dans ce paradoxe-là. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir une manière de participer, puis une manière de ne pas vouloir participer. Parce que si je participe et que je laisse l'autre faire tout le travail, ça veut dire que moi, j'ai plus de pouvoir. Mais si j'ai plus de pouvoir, ça signifie quoi dans la vie future? Je suis fragilisé, je suis en danger. J'ai un risque de perdre à tout moment le pouvoir. Donc je suis dans une ambiguïté. Et c'est toute la difficulté de notre travail dans l'accueil thérapeutique, c'est de gérer ce paradoxe. Et ce qui est intéressant dans l'hypnose ericksonienne, chez Erickson, il a développé une notion que j'apprécie beaucoup, qu'il appelle une position basse. C'est-à-dire que nous ne sommes pas celui qui sait. Psychologiquement, on ne peut rien savoir pour l'autre. J'ai fini par comprendre, depuis le temps que je fais ce métier, que savoir quelque chose sur l'autre, déjà, il faudrait se connaître soi-même. Bon, pas fini. Donc, c'est quasiment impossible. Par contre, ce qui est intéressant dans l'accompagnement, dans l'hypnose ericksonienne, c'est qu'on va non pas dire à l'autre ce qu'il faut qu'il fasse, on va suggérer ce qu'il peut faire. Exemple, je vais vous dire là maintenant, si vous me dites, si je suis un pédagogue, comment je vais me faire pour m'en souvenir de tout ce que vous m'aurez dit. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous souvenir de ce que je vous aurais dit. Je sais qu'à partir du moment où vous me demandez comment vous allez faire pour vous souvenir de ce que je vous aurais dit, c'est que vous avez la conviction que vous pourrez certainement vous en souvenir.
puisque vous mettez en doute le fait de pouvoir vous en souvenir. C'est que vous avez l'idée que vous pouvez éventuellement vous en souvenir. Donc je vous invite à faire une chose, ne pas vous poser la question de savoir comment vous allez vous en souvenir de ce que je vous ai dit, mais simplement être attentif à la manière dont vous utilisez, parfois inconsciemment, le fait de vous souvenir quelque chose dont vous ne savez pas que vous allez vous en souvenir et vous en êtes souvenu après. D'accord. Et de la même manière, d'un point de vue thérapeutique, si vous me dites quand est-ce que je vais être guéri, personnellement, j'ai des limites dans ma compétence d'accompagnant thérapeutique, mais je peux peut-être vous dire une chose, c'est que le fait que vous soyez guéri, je peux vraiment vous donner des informations qui seront importantes pour vous, mais je ne sais pas vous comment vous saurez que vous êtes guéri. Et la manière dont vous le saurez sera peut-être plus importante dans ce que je vous dirai, qui sera important que je vous dise que vous le sachiez. Alors, tout en étant attentif au fait consciemment de ce que je vais vous dire, qui vous sera important pour que vous le sachiez, j'aimerais que vous soyez aussi attentif à ce que vous allez savoir en vous, qui vous permettra de le savoir, sans que j'ai à vous le dire. N'est-ce pas? Ok. Ce qui fait que la personne, bien sûr, d'un point de vue logique, perd pied complètement. Surtout si je fais ça pendant une demi-heure. Et à ce moment-là, elle crée mentalement des représentations mentales de ce que je lui propose de faire. Puisque le contenu de mon langage n'a pas de sens, il n'y a pas de contenu, elle est obligée de mettre le contenu. Et c'est elle qui va créer les processus intérieurs. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de ce qu'on appelle une position basse, je dirais, en thérapie avec l'hypnose ericksonienne. Je pense que l'hypnose ericksonienne, dans votre pratique thérapeutique, n'est pas ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas psychothérapeute, vous n'avez pas cette fonction. Par contre, l'usage du langage hypnotique, avec des formules simples, comme ça, très ciblées, ce que j'appelle, moi, de l'hypnose conversationnelle. Je pense que c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire que vous pouvez être quelqu'un, quand vous pose une question, qui sache utiliser un langage approprié pour permettre l'autre à toujours se restituer dans son autonomie et son indépendance. Et je crois que c'est notre boulot de thérapeute de permettre sans cesse que l'autre se réfère à sa propre autonomie et à sa propre indépendance, sachant qu'il est, comme je viens de le dire, dans ce paradoxe de la dépendance à l'autre. Parce que s'il est totalement dans la dépendance à l'autre, il va perdre quelque chose de lui, de son intégrité psychologique. Et là, il est peut-être guéri physiquement, je ne suis pas sûr que psychologiquement, il est tout traité comme problème. Donc, avoir cette capacité, cette aptitude, simplement par des questions. Comment je ne sais pas, et d'avoir des questionnements qui amènent l'autre effectivement à trouver les réponses à celles qu'il se pose, plutôt que de lui donner toutes les réponses, qui fait qu'il est dépendant de nos réponses, est une chose importante. Ça lui permet de lui restituer sa part de responsabilité dans son bien-être. Et on a aussi ce travail d'accompagnement qui me semble important. Quel que soit le domaine où vous êtes dans l'accompagnement. 14h58. Voilà. On va passer aux questions. Je pourrais parler pendant 4 heures, mais bon, je m'arrête. Voilà. Tout d'abord, avez-vous des questions? Une autre chose, avez-vous également des réponses? On va les partager. Alors, qui se lance? Une question peut-être? Voilà, avez-vous des questions? Bonjour Liliane, donc infirmière au bloc pédiatrique et également sophrologue. Donc j'ai bien aimé votre discours là, de restituer la part de responsabilité dans le bien-être et c'est très faisable chez les enfants. Surtout chez eux. Voilà, donc je vais alimenter un peu votre propos. Il s'agit d'une enfant qui a été opérée d'une appendicite et qui est bien calmée par la morphine. Peut-on croire, mais qui reste dans sa douleur. Une très grande douleur, et les doses de morphine vont croissantes, et à un moment donné, il faut s'arrêter.
Donc je vais la voir en salle de réveil et je lui demande qu'est-ce que ton opération t'a empêché de faire? Qu'est-ce que tu comptais faire? Et elle me dit, je ne peux pas participer à ma compétition de natation synchronisée et ça me met en colère. J'ai dit, est-ce que tu veux crier ta colère? Comme elle était seule en salle de réveil, elle a crié très fort sa colère et elle s'est endormie. Voilà. J'ai quelques petits exemples comme ça. Je vois chaque jour qu'il suffit de restituer la personne dans son autonomie. Ça marche très très bien avec les enfants. Je reçois beaucoup d'enfants. J'adore recevoir des enfants. Quand un enfant entre 0 et 5, enfin 0, non, quand même pas, je suis pas à l'accouchement, très petit, je dirais, quand un enfant arrive, et vers 5 ans, 6 ans, 4 ans même, et tu dis, tu sais mon métier? Je dis non, monsieur, je voyage dans les rêves des enfants. Et là, on est parti dans l'imaginaire. Et ils ont une capacité d'imaginaire. J'utilise beaucoup la métaphore des jeux vidéo avec les enfants. Ouais, pour une fois, les jeux vidéo vont être utiles. Okay. Pour une raison simple, le jeu vidéo est une métaphore de ce qui se passe dans notre esprit. Et je leur dis, tu sais, quand tu es avec ta Game Boy, puis que parce qu'il faut un peu de culture quand même. T'as Nintendo, t'as machin, il faut un peu de culture. Hein. Cultivez-vous si vous êtes avec des enfants. Et je leur fais faire une métaphore sur qu'est-ce qu'ils font avec les personnages qui sont dans le jeu vidéo, qui ne sont que des constructions d'un personnage qu'ils ont à l'imaginaire quand ils ont des angoisses. Ils peuvent faire la même chose avec ce qu'ils ont à l'imaginaire que ce qu'ils ont à l'extérieur. Je vais vous donner aussi un petit exemple, j'adore celui-là. Quand je reçois des enfants, dernièrement j'ai reçu un petit gosse qui avait des cauchemars, mais vraiment horribles, c'est-à-dire qu'il hurlait, que tout le monde se levait la nuit, etc. Et je lui ai dit, tu sais, il y a 2 options par rapport à tes cauchemars, 5-6 ans, enfin. Soit je viens en tant que chevalier la nuit dans tes rêves, puis je détruis les monstres. Il faudra que tu me dises si tu veux que je les coupe en rondelles ou en cubes. Puis je me lève et je vais chercher, j'ai dans le coin de ma salle de consultation un sabre. J'ai fait de l'aïkibudo à une époque. Un sabre de combat, donc, impressionnant, aussi grand que le gosse. Je dis voilà, ça c'est le sabre avec lequel je vais. Okay. Tu peux fermer les yeux, m'imaginer en train de détruire les monstres. Alors ça le fait rigoler, bien sûr. Okay. On repose le sabre. Et ça c'est pour l'option du guerrier. Mais il y a une autre option, c'est que tu pourrais devenir magicien à l'intérieur de tes rêves. Uniquement à l'intérieur de tes rêves. Ouais, pour vrai. Si. Et j'ouvre une belle boîte que j'ai. À l'intérieur de cette boîte, il y a la baguette magique de Harry Potter. Merci le web. J'ai vu sur Internet. Okay. Je montre la baguette magique de Harry Potter à l'enfant. Il me regarde ça, les yeux émerveillés. Je referme la boîte et je le mets sous sa main. Il pose ses 2 mains. Je lui dis de fermer les yeux. Puis je lui fais faire simplement une petite transe hypnotique. Et tout doucement, il a sa main qui se lève toute seule. Puis je lui demande d'ouvrir les yeux. Puis il voit sa main qui se lève toute seule. On est dans un univers complètement imaginaire. Puis je lui dis, tu sais, la magie est en train de rentrer dans ta main. Et cette nuit, avec la baguette magique, tu vas détruire les monstres. Et il a plus de cauchemar. Par contre, je fais payer pour le service de nuit les parents quand je vais. Autre question. Effectivement, avec les enfants, il y a beaucoup à faire. Bonjour. Bonjour. Je suis un petit peu bouleversé. Excusez-moi. Je suis un peu bouleversé parce que cette conférence que je viens d'entendre, parce que je suis moi-même souffrant. Et la question que j'avais à vous poser, je me suis retrouvé dans une situation à ne pas pouvoir rester seul chez moi. Et donc, parce que je sois toujours entouré de quelqu'un qui passe à la maison, etc. Donc, à me retrouver dans cette dépendance que vous avez décrite. Et maintenant, je me retrouve dans une dépendance qui est encore plus importante, qui est devenue une dépendance physique. En même temps, et justement, je souffre donc de cette perte d'autonomie dont vous avez longuement parlé. Alors, vous avez souvent cité le cas d'enfants, de personnes qui ont eu des accidents traumatiques. Moi, je voudrais savoir si, dans le cas de personnes, comme moi par exemple,
il y avait un moyen justement de lutter contre cette souffrance due à la dépendance, sachant que c'est pas quelque chose qui est réparable, c'est quelque chose à laquelle il va falloir vivre avec constamment. Je pense qu'on peut effectivement, je dirais qu'il y a plusieurs strates dans la notion de dépendance. Il y a les strates effectivement des dépendances sociales, dépendance physiologique, dépendance physique. On a plein de niveaux dans notre réalité psychologique, mais je pense qu'on a toujours systématiquement à l'intérieur de nous des ressources sur notre autonomie. Je donne souvent cet exemple. Pour moi, quand des gens ont des grandes difficultés par rapport à cette réalité-là, on va chercher au plus profond d'eux-mêmes ce qu'il reste en eux qui leur prouve leur autonomie et leur indépendance. Même s'ils n'en ont plus une certaine qui est sociale, ou qui est, je dirais, d'avoir besoin de quelqu'un en permanence, etc., etc. Quand vous avez appris, et quand chacun d'entre nous a appris à marcher, à écrire, à lire, à parler, nous étions autonomes et totalement indépendants. Quand on a appris à parler, personne ne nous a montré comment utiliser les cordes vocales, comment utiliser les muscles de la bouche, comment utiliser le souffle. Donc, dans cette période-là, dans cette période très très tôt de la vie, nous avons des ressources pour savoir que quoi que nous vivions, dans plein de gestes quotidiens, le fait que vous me parliez, le fait que vous soyez là, est une preuve de votre autonomie et de votre indépendance. Et elle existe. Et c'est dans cette réalité-là que vous allez chercher votre autonomie et votre indépendance. Le fait de poser cette question, toutes ces choses-là, banales, simples, au quotidien, vous mettent sans cesse en contact avec cette qualité-là. Mais moi, je voulais savoir si tout le monde était réceptif, ou s'il pouvait y avoir. À l'hypnose ? Oui. Je suis un vieux renard. Alors, même si les gens ne sont pas réceptifs, les gens me disent, vous savez, j'ai déjà fait plusieurs séances d'hypnose, ça n'a pas marché. Ah, je dis ça, c'est intéressant. Pour savoir comment ne marche pas l'hypnose et pour savoir que ça ne marche pas sur soi, il faut savoir ce que c'est pour savoir que ça ne marche pas. Et donc, pour bien savoir comment vous savez que ça n'a pas marché, vous avez expérimenté quelque chose qui était important pour vraiment avoir la conscience que chez vous, ça ne faisait rien. Mais pour savoir, quand on sait que ça ne fait rien, il faut connaître la chose qui ne fait rien. Donc, vous avez dû avoir inconsciemment une conscience de cette hypnose sans savoir comment vous avez fait pour pouvoir être dans cet état sans en être conscient. Mais peut-être que vous avez été en transe hypnotique, j'ignore encore à quel moment vous l'avez su, peut-être vous en ignoriez encore, etc., etc., etc. Voilà, au bout de 5 minutes. Voilà, au revoir. Bien, écoutez, merci de votre présence. Merci à bientôt. tous. Et puis,